Le 25 mars 2000, à Newport, au Michigan. On pourrait appeler ça le sixième sens d'une mère. Quand Caroline Troughton reçut un courrier électronique de sa fille Suzette qui venait de quitter l'État, elle aurait dû se sentir rassurée. Or, elle appela aussitôt la police. Le répartiteur de la police d'Overland Park, au Kansas, retransmit son appel au service des personnes disparues. Madame Troughton déclara que Suzette était partie au Kansas pour aller travailler pour un certain John Robinson. Suzette avait emporté tous ses biens et ses chiens en promettant d'écrire ou d'appeler dès qu'elle en aurait l'occasion. Mais sa mère n'avait pas eu de ses nouvelles depuis des semaines avant de recevoir ce courrier électronique qui ne lui semblait pas provenir de sa fille. L'enquêteur Greg Wilson du service de police d'Overland Park fut assigné à cette affaire. Par expérience, il savait qu'il n'est pas rare pour de jeunes adultes de quitter le foyer familial sans donner de nouvelles. Mais Suzette, semblait-il, était l'exception à la règle. Suzette contactait sa mère par téléphone ou par courrier électronique au moins 2 ou 3 fois par jour. Mais depuis son départ au Kansas, les communications s'étaient brusquement interrompues. La mère de Suzette était très inquiète, car de toute sa vie, Suzette n'avait jamais laissé s'écouler plus de 2 ou 3 jours sans lui parler. Lors de son départ, Suzette, une étudiante en soins infirmiers, était enthousiaste à l'idée de soigner le vieux père de Robinson. Les policiers commencèrent à s'inquiéter quand ils connurent l'identité de son employeur. John Robinson était connu de certains enquêteurs d'Overland Park qui avaient eu affaire avec lui dans les années 80. On savait donc que c'était un criminel de carrière. Dans les années 1980, Robinson avait été soupçonné de la disparition de plusieurs jeunes femmes, même si aucune accusation n'avait été portée contre lui. Les enquêteurs d'Overland Park souhaitaient recueillir le plus d'informations possible sur les activités de Suzette avant de rencontrer Robinson. Ils se rendirent à la dernière adresse connue de la jeune femme, un motel. La réceptionniste se souvenait de Suzette car celle-ci avait 2 petits chiens dont la présence était interdite au motel. Après que la réceptionniste eut expliqué les règlements à Suzette, elle ne revit plus les chiens. Toujours selon elle, la note de la chambre de Suzette avait été réglée par Robinson. Celui-ci avait mis la location de la chambre sur le compte d'une entreprise du nom de Specialty Publications. Suzette était restée à cet endroit pendant 16 jours avant de quitter sa chambre le 1er mars, soit près de 3 semaines avant la venue des enquêteurs. La réceptionniste remit au policier l'enregistrement obtenu avec la caméra de sécurité le jour du départ. Ainsi, les autorités disposeraient d'une photo récente de Robinson. Les enquêteurs interrogèrent ensuite la femme de chambre. Celle-ci se souvenait que Suzette occupait la chambre 216. Elle se souvenait également que le jour de son départ, un homme dont la description correspondait à celle de Robinson avait mis ses bagages dans son véhicule. Elle put fournir une description du véhicule et des bagages. Le motel était la dernière adresse connue de Suzette Troughton, mais il était situé en dehors du territoire de la police d'Overland Park. Les enquêteurs devraient faire appel au service de police de Lenexa pour les aider à résoudre cette affaire mystérieuse. Wilson rencontra le sergent Rick Roth de la police de Lenexa pour lui parler de l'enquête. Il ajouta que ce n'était pas la première fois qu'il entendait parler de John Robinson. On disposait d'un solide dossier sur John Robinson, et certains aspects du cas de Suzette n'étaient pas sans rappeler la disparition de jeunes femmes dans les années 80. Dans cette affaire, les enquêteurs n'étaient pas parvenus à trouver assez d'indices pour étayer leurs soupçons. En outre, Robinson s'était révélé quelqu'un de difficile à interroger. L'erreur qu'on a faite dans les années 80, ça a été de dire, dès le début, à Robinson, que les autorités le surveillaient et qu'on cherchait activement les personnes portées disparues. Les policiers croyaient que Robinson avait eu le temps d'effacer toute trace de ses crimes à la suite de l'avertissement. Le sergent Rick Roth voulait rencontrer les enquêteurs qui avaient travaillé sur ces cas. On leur a demandé de venir pour leur poser quelques questions. On disposait déjà des dossiers officiels, mais on voulait connaître leur opinion personnelle. Qu'est-ce qui, selon eux, s'était bien ou mal passé dans le cadre de ces enquêtes? Quelles étaient leurs intuitions, les petits détails qui ne figuraient pas dans les dossiers? Plus Roth en apprit sur Robinson, plus il se mit à craindre de manquer de temps pour trouver Suzette Troughton en vie. Les enquêteurs se mirent d'abord à la recherche des effets personnels de Suzette qui avait disparu avec elle. Ils appelèrent diverses entreprises d'entreposage auprès de qui Robinson aurait pu louer une unité. Ils en trouvèrent une. Les enquêteurs y sont allés. On devait introduire un code pour entrer dans l'unité. À l'aide des relevés, ils ont découvert que Robinson était venu le 1er mars. C'était le jour où Suzette avait quitté le motel avec Robinson.
Les enquêteurs tentèrent ensuite de retrouver ces chiens. La famille de Suzette nous avait dit que si nous trouvions les chiens, cela signifierait qu'il lui était arrivé quelque chose, car ces chiens étaient comme ses enfants. C'est en effectuant plusieurs appels que les enquêteurs trouvèrent les 2 chiens de Suzette. Ils avaient été laissés dans un refuge pour animaux, puis adoptés. Les enquêteurs commençaient à craindre que ce cas de personne disparue ne soit en fait un homicide. Ils souhaitaient garder Robinson à l'œil sans toutefois lui faire savoir qu'il faisait l'objet d'une enquête. Voici le sergent Rick Roth. On avait été tellement malchanceux dans le passé quand on avait interrogé Robinson qu'il n'était pas question d'entrer en contact avec lui. On a plutôt mis le maximum d'enquêteurs sur cette affaire. La police mit Robinson sous surveillance. Il était marié et vivait avec sa famille dans une maison modeste. Pour Don Lehman, enquêteur expérimenté du service de police de Lenexa, sa conduite était étrange. Il était très actif quand il était seul pendant la journée. Il rencontrait des femmes de passage en ville. Il allait les rejoindre dans des hôtels. La plupart de ses activités dans la journée n'avaient rien à voir avec sa vie familiale. Le soir, il était généralement à la maison vers 16 ou 17 heures, comme un bon père de famille. Les enquêteurs recueillirent ces ordures en espérant y trouver des indices incriminants reliés à Suzette Trotton ou au mystérieux passé du suspect. En plus de sa maison, Robinson possédait des terres agricoles sur lesquelles se trouvaient quelques bâtiments. Don Lehman les photographia. Il y avait une petite remise à droite du bâtiment principal. Et juste à côté, tout un bric-à-brac. Des tondeuses, des barils et autres objets du genre. Ce coin n'était pas entretenu. Au même moment, on obtint un indice très prometteur au poste de police en ouvrant un sac de documents déchiquetés trouvés dans les ordures de Robinson. La prochaine piste des enquêteurs était constituée de dizaines de lanières de papier. Il s'agissait de relevés téléphoniques, de notes de carte de crédit et de relevés d'utilisation Internet. Un de ces documents sauta aux yeux des enquêteurs. On a trouvé la facture d'une unité d'entreposage à Raymore, au Missouri. Quand les enquêteurs s'y sont pointés pour parler aux responsables de l'entreprise, ils ont découvert que John Robinson avait loué une autre unité au même endroit, mais sous le nom d'une autre victime. À ce stade de l'enquête, les policiers ne disposaient que de soupçons. Ils devraient trouver des preuves tangibles pour obtenir un mandat de perquisition de cette unité d'entreposage. Ils examinèrent ensuite les relevés téléphoniques et purent constater que le suspect avait appelé Suzette des centaines de fois, mais jamais après son départ du motel. Il avait également appelé plusieurs autres femmes, dont 2 au Canada. Certaines d'entre elles avaient rencontré Robinson dans des chambres d'hôtel du Kansas, exactement comme Suzette. Toutes les personnes qui avaient été en contact avec John Robinson étaient pour nous des victimes potentielles. L'enquête sur Suzette Trotton laissait entrevoir comment Robinson s'y prenait pour commettre ses crimes. On ignorait quel rôle ces personnes avaient joué dans la disparition de Suzette. On ignorait s'il s'agissait de complices. On ne savait pas quel rôle elles avaient joué. Et l'on ne pouvait pas les contacter de peur que John Robinson apprenne qu'on enquêtait sur lui. Pour éviter que Robinson sache qu'il faisait l'objet d'une enquête, les enquêteurs demandèrent l'aide de la mère de Suzette à Newport, au Michigan. Elle accepta de les aider à recueillir des informations sur le suspect en enregistrant ses conversations téléphoniques avec lui. Elle l'appellerait à plusieurs reprises pour lui demander des nouvelles de sa fille. On espérait ainsi que Robinson révélerait des informations qui l'incrimineraient. Mais le suspect était trop rusé. Il déclara que Suzette était partie avec un autre homme et qu'il n'avait pas eu de nouvelles d'elle. Il ne dit rien qui puisse aider la police. Même si ce que Robinson avait dit n'était guère plausible, l'appel sembla porter fruit quand la mère de la victime reçut une lettre de Suzette de San José peu de temps après. Elle n'était pas convaincue que cette lettre provenait de sa fille. Tout ce que Suzette disait dans cette lettre sonnait faux. En outre, elle avait été dactylographiée. Une fois de plus, Caroline Trotton avisa la police. Paul Morrison, du bureau du procureur de Johnson County, fut assigné à cette affaire. Dans ses lettres en provenance du Mexique ou de Californie, Suzette écrivait qu'elle avait beaucoup de plaisir en compagnie de son nouvel amoureux. On n'y a pas cru une seconde. On craignait de ne jamais retrouver son corps. On était persuadé qu'elle était morte. On voyait bien que l'auteur de ce crime était beaucoup plus rusé que la moyenne des criminels. Il semblait que John Robinson avait toujours le talent de s'en tirer impunément.
On le soupçonnait notamment de la disparition de 3 femmes au Kansas 10 ans plus tôt. Pour les enquêteurs, tout ce que faisait Robinson n'était que mensonge. C'était un mystificateur. La plupart de ses crimes étaient d'ordre financier. Il n'avait jamais travaillé pour une entreprise sans l'avoir volée. Et pour autant qu'on le sache, il n'avait jamais rencontré quelqu'un sans lui faire les poches. Au moment où les policiers commençaient à craindre de ne jamais savoir toute la vérité sur John Robinson, ils reçurent l'appel d'une femme qui ne le connaissait que trop bien. La police craignait que le suspect, John Robinson, ne soit en fait un tueur en série, mais on ne disposait d'aucune preuve contre lui jusqu'à ce qu'on reçoive l'appel d'une femme terrifiée. Robinson l'avait attirée depuis le Texas. Elle put donner à la police des informations cruciales. Le sergent Rick Roth était l'un des principaux enquêteurs sur cette affaire. Cette femme est allée au bureau de la réception de l'hôtel dans un état de grande agitation. Et elle a demandé qui avait loué la chambre dans laquelle elle dormait. Le personnel lui a répondu que c'était John Robinson. Elle le connaissait plutôt sous le nom de James Turner. Leur réponse l'a encore plus mise en colère. Elle a commencé à hurler et à dire qu'il l'avait agressée et qu'il lui avait volé ses biens. Grâce à la déposition de cette victime, la police tenait enfin ce qu'il fallait pour affronter directement John Robinson. À l'arrivée des enquêteurs, il était seul. Ils l'interrogèrent à propos de Suzette Troughton et des autres femmes disparues. Il plaida l'ignorance. Les enquêteurs procédèrent à son arrestation pour voies de fait et vol en rapport avec la déposition de la femme du Texas. Un mandat d'arrêt en main, une petite armée d'enquêteurs et de policiers fit irruption dans la maison de Robinson pendant que celui-ci était conduit au quartier général de la police pour y être interrogé. Robinson attirait des femmes vulnérables au Kansas en leur promettant son amitié, un travail rémunérateur ou des relations sexuelles excitantes. Comme il tendait ses pièges à l'aide d'Internet, les enquêteurs confisquèrent ses ordinateurs. Ils recueillirent également les factures de location des unités d'entreposage, des relevés de cartes de crédit et des notes d'hôtel. Dan Lehman de la police de Lenexa nous raconte ce qu'ils découvrirent alors. On a trouvé plusieurs ouvrages sur la façon de se forger une nouvelle identité, de faire disparaître quelqu'un et d'autres sujets du même genre. On a aussi trouvé du papier à lettres avec des en-têtes de la CIA, de la DEA et de l'ATF. On a recueilli des informations sur certaines femmes des années 80 dont il avait conservé des documents. C'était sans doute pour se rappeler auquel des membres de leur famille il avait écrit. Il n'y avait toutefois rien sur Suzette Troughton. Les enquêteurs espéraient trouver quelque chose dans ces ordinateurs. On confia l'analyse de leur contenu à l'enquêteur Mike Jacobson d'Overland Park. On nous a demandé de chercher à voir s'il y avait d'autres victimes. Y avait-il dans ces ordinateurs des photos de femmes et d'hommes dont nous ne savions encore rien? De fait, nous avons trouvé des photos de ce genre. On nous a aussi demandé d'examiner les courriers électroniques. Y en avait-il entre Robinson et Suzette Troughton ou d'autres victimes? Les enquêteurs découvrirent alors que les messages envoyés par Suzette à sa famille provenaient en fait du compte de messagerie de John Robinson. C'était donc vraisemblablement lui qui les avait envoyés. Les policiers espéraient trouver une preuve encore plus concluante en fouillant les unités d'entreposage que Robinson avait louées. Je ne me souviens plus si nous pensions alors trouver des cadavres dans ces unités. Mais nous pensions en tout cas y trouver des indices sur ces femmes disparues. Les policiers ne furent pas déçus. Ils trouvèrent les bagages de Suzette, son ordinateur, des vêtements, des pièces d'identité et d'autres effets personnels de la jeune femme. Et, plus compromettante encore, était une pile de papier à lettres signée de la main de Suzette. Avec cette pile de feuilles, il y avait des adresses et des dates de naissance des proches de Suzette. C'était le premier indice qui laissait présumer que la jeune femme était morte. Mais pour prouver que Suzette avait été tuée, les policiers devaient retrouver son corps. Ils commencèrent leurs recherches à l'endroit que Robinson connaissait le mieux, sa propriété. Des chiens entraînèrent leur maître dans les broussailles et les menèrent jusqu'à 2 gros barils. Les enquêteurs brisèrent méticuleusement le seau qui maintenait l'un d'eux fermé. Ils y trouvèrent un corps. Le 2e baril contenait lui aussi un cadavre. Les policiers détenaient maintenant la preuve incontestable de la culpabilité de John Robinson. Voici l'enquêteur Greg Wilson du service de police d'Overland Park.
On a rarement à enquêter sur des meurtres dans notre métier, fort heureusement. Quand on entre dans la police, on espère ne jamais avoir à vivre une situation comme celle-ci. Ça a été une véritable épreuve pour nous. Maintenant, les enquêteurs devaient découvrir ce qui était arrivé aux victimes et qui elles étaient. C'est un défi de taille que dut relever le pathologiste Donald Poyman de Shawnee County. D'habitude, les corps nous arrivent dans des sacs fermés et l'on sait comment procéder à leur examen. Mais dans ce cas-ci, il était difficile de savoir comment on sortirait les corps de ces barils sans détruire les indices. Non seulement parce qu'ils étaient lourds, mais aussi parce que beaucoup des tissus humains s'étaient liquéfiés. Poyman détermina que les deux victimes étaient de jeunes femmes et qu'elles avaient été abattues d'un coup de marteau à la tête. L'une d'elles était morte environ 1 mois plus tôt et l'autre 2 ans plus tôt. Quand Robinson apprit qu'on avait trouvé ses corps sur sa propriété, il demanda à consulter un avocat. Les enquêteurs respectèrent sa demande, mais pas avant de lui avoir montré une pièce remplie d'indices recueillis contre lui. Il y avait notamment des photos de ses victimes, des croquis de plans, des rapports de surveillance. Les enquêteurs croyaient que c'était maintenant au tour de Robinson de faire preuve de patience. C'est l'enquête la plus importante à laquelle j'ai participé à l'Ennexa. Il y avait beaucoup d'enquêteurs affectés à ce cas. On y a consacré 2 mois et demi et beaucoup d'enquêteurs étaient affectés à cette affaire. Maintenant, les experts pourraient concentrer leur attention sur les indices. Ils devaient d'abord identifier les victimes trouvées sur la propriété de Robinson. L'odontologiste Daniel Winter participa à ces analyses. Dans le cas de Suzette Troughton, on a obtenu ses radios de son dentiste. J'ai aussi pris des radios et des photos des dents de la victime. Si les radios de la victime et de la jeune femme étaient identiques, Winter pourrait affirmer avec certitude que la victime était bel et bien Suzette Troughton. On voit des obturations identiques sur les radios du dentiste et sur celle-ci. Il y avait assez de points communs pour conclure qu'il s'agissait de la même personne. Les dossiers dentaires prouvaient que l'une des victimes était Suzette Troughton. Les enquêteurs avaient également identifié l'autre victime. C'était une femme portée disparue. Ils tentèrent ensuite de prouver l'implication de Robinson dans le meurtre de Suzette. Ils commencèrent par examiner les lettres qu'avait reçues la mère de Suzette. Là encore, les événements seraient reconstitués au labo. Au service de police de Kansas City, l'expert judiciaire Frank Booth recueillit l'ADN de Suzette pour le comparer aux cellules trouvées sur les enveloppes qu'aurait soi-disant envoyées la jeune femme. Qui donc avait envoyé ces lettres? Si je peux trouver des cellules sous le rabat de l'enveloppe, c'est qu'il y avait là de la salive. De plus, on laisse souvent des cellules épithéliales qui proviennent de l'intérieur de la bouche. Ces cellules caractéristiques contiennent l'ADN de la personne qui a léché le rabat de l'enveloppe. Ce n'était pas le code génétique de Suzette Troughton. L'ADN qu'on y trouva était identique à celui de John Robinson. Il avait sans doute envoyé ces lettres pour écarter les soupçons. Le lien entre Robinson et Suzette était à l'échelle moléculaire. Des cheveux et des cellules sanguines trouvées dans l'unité d'entreposage de Robinson étaient identiques à ceux de Suzette. En outre, Robinson avait laissé son empreinte digitale sur le permis de conduire de la jeune femme. Je crois que lorsque Suzette Troughton est partie, elle était persuadée qu'elle avait une chance en or. Elle devait toucher un salaire de 65 000 $ par année et aurait une voiture à sa disposition. Elle devait vivre dans une maison de 5 chambres à coucher. Elle parcourait le monde avec John Robinson et son vieux père, dont elle était censée s'occuper. Elle n'a jamais su ce qui lui arrivait. C'était indubitable. John Robinson a tué Suzette Troughton ainsi que plusieurs autres femmes avant elle. Les indices ont fini par le rattraper. Il n'a rien pu faire contre les preuves irréfutables qui l'accablaient. Il a été reconnu coupable de 2 meurtres qualifiés et de meurtre au 1er degré. Il a été condamné à la peine de mort.